comment prôner l'inclusion sociale et professionnelle tant que persistent les frontières factices? Comment la reconnaissance du savoir expérientiel permet de sortir de la stigmatisation? Voilà quelques-unes des questions qui se posent dans la problématique que nous allons évoquer dans cette deuxième table ronde, la stigmatisation des frontières factices, point d'interrogation. Et pour commencer cette table ronde, nous allons le faire avec une vidéo. Merci Yves. À titre personnel, je ne me sens pas jamais avoir souffert de discrimination, de stigmatisation, ni par ma famille, jamais, ni par mes amis d'enfance ou de lycée. Non, mais l'essentiel de ma vie, je l'ai passé entre parenthèses, un peu loin de tout le monde. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que j'en ai pas souffert, c'est que j'ai pas été confrontée à la normalité d'autrui, on va dire. Voilà, simplement pour ça. J'ai pas travaillé, etc. Donc, j'ai pas pu être confrontée directement à la stigmatisation. Mais je sais qu'elle existe. Dans ton action militante, il s'est passé énormément de choses. Surtout depuis 4 ans. Les choses ont changé. En 2016, je suis revenue fin 2015, début 2016, en hôpital de jour. J'étais accueillie en hôpital de jour, un endroit que je connaissais depuis quelques années, bien, etc. Là, j'avais beaucoup de mal à exister, à être, à supporter d'être, d'exister donc en dehors de l'hôpital de jour. Donc pour moi, c'est toujours très compliqué les après-midi à 17h quand il fallait rentrer chez soi. Nous sommes en 2016 et je participe pour une fois, un 1er mai, à la manifestation où je rejoins des amis artistes et militants de la Parole Errante, qui est un lieu militant connu à Montreuil, fondé par Armand Gatti. Et là, ce que je vois, ce qui se passe dans la rue, me choque. Donc, ce qui s'est passé du côté de Nation, dont j'ai été témoin. Et là, je me dis, je rentre pas chez moi. Et je vais directement à République, nous sommes à Paris, je précise, à République, à Nuit debout. Et je découvre une commission qui s'est créée pour parler de psychiatrie sur la place publique, qui s'appelle la commission Psy Soins Accueil. Et je vais je vais intégrer ce collectif. Voilà, constitué essentiellement de soignants, d'étudiants, d'internes, d'éducs, de psychomotriciens, d'infirmiers, psychiatres. Et quelques patients qui passaient là. Beaucoup de gens vont venir nous voir sur la place pour parler un peu de tout. Nous avions à cœur, et toujours parmi mes camarades de Psy Soins Accueil, de défendre le service public. Voilà, c'est beaucoup plus large que la psychiatrie. Beaucoup plus large. Donc, on avait des liens avec des gens comme Action Travail Social, avec les profs aussi, et les cheminots, les étudiants. Voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé. Donc là, il s'agit d'un public divers sur les enjeux sociaux, pas que médicaux. C'est pour toi très important ce débat d'idées. Oui, je disais à un moment donné, je crois que c'était assez tôt dans mon investissement de cette commission, que c'était très bien d'écouter les témoignages de vie des gens qui avaient connu la geôle psychiatrique, hein, comme je dis, ou des choses plus sympas aussi. Bon, c'est bien les témoignages, mais il fallait penser à la lutte, hein, en gros, pour que ça change. Voilà, moi, j'avais été très marquée d'avoir vu mon ancien compagnon attaché pieds et poings liés à son lit en 2010. J'avais été très choquée de ça. La contention, pour moi, c'était une horreur. Du point de vue, alors pour le coup, moi, je l'avais pas vécu, mais j'étais là en tant que témoin, en tant que famille. Et voilà, en 2016, j'avais des amis qui étaient internés, qui subissaient ça encore. Je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. J'étais extrêmement touchée par ça. Il y a vraiment nécessité d'inventer de bonnes pratiques, peut-être revenir aussi à des bonnes pratiques avec des infirmiers probablement plus qualifiés. Et globalement, me disais-tu, on est dans la question fondamentale de l'exercice des droits. Je pense qu'il faut aussi lutter pour les droits des salariés de l'hôpital. Je ne scinde pas en deux le camp des psychiatrisés et celui des soignants. Nous sommes des citoyens, on doit pouvoir se parler, s'écouter et se comprendre. Et moi, j'étais très touchée d'entendre les témoignages, les gens du Rouvray que j'ai rencontrés, les Pinel en lutte, les Perchés du Havre et compagnie. Ces gens qui témoignent de ce qui se passe dans leur lieu, mais aussi
qui risquent ils risquent énormément en luttant pour changer les choses pour tout le monde. Ils sont assez isolés, même encore aujourd'hui. C'est quand même pas une majorité de soignants qui se mobilisent à ce point-là. Et voilà, moi, ça force le respect. Oui. Et je crois que c'est ça aussi, devoir changer à nos niveaux, à tous, en les murs ou hors les murs, c'est des espaces de rencontre et d'échange, y compris pour exercer la contradiction. Je pense que rien que ça peut changer beaucoup. Sur les préjugés, notamment, sur une forme d'inquiétude, sans parler forcément de psychophobie, mais en tout cas de peur, parce que la peur, elle soigne de partout, dans les lieux psy, mais c'est pas évident non plus. Hein. Il y a pas longtemps, j'étais en visite dans un hôpital psychiatrique parisien. Peu avant que j'arrive, il y a un type qui était un ancien patient, en fait, parce que j'ai compris, qui était venu avec une barre de fer tout cassée. Il s'en était même pris à 2 patients, qui étaient là par hasard. Et le staff d'accueil, la sécurité, les soignants, ils étaient super choqués. Et moi, je comprends ça. Mais c'est ça aussi, qu'il faut pouvoir désamorcer ce type de violence. Et il y a des lieux où ça existe, ces violences-là n'existent pas. C'est pas pour rien qu'un type vient avec une barre de fer pour tout casser. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'enfermement, par exemple. Mais c'est très choquant, c'est très anxiogène pour les personnels aussi qui travaillent à l'hôpital, tout ça. Et donc, travailler sur nos peurs intimes et collectives, c'est important. Je trouve qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle des comités de vigilance dans les hôpitaux. Enfin, bon, bref, en général, les associations d'usagers sont peu investies là-dedans. Faut dire qu'on les accueille pas vraiment à bras ouverts. Mais il faudrait, oui, une supervision, voilà, comprendre ce qui se passe dans un lieu. Moi, je pourrais, par exemple, citer des personnalités comme Jean Houry qui disait en gros, oui, enfin, des lieux d'enfermement comme ça, ou c'est rapide rapidement, ça peut devenir des camps de concentration. C'est très rapide, en fait. Voilà, il faut pouvoir questionner ce que c'est que ce collectif, ce que c'est que l'institution, se questionner soi-même, et puis pour éviter les décompensations de violence, par exemple. Mais c'est marrant parce que c'est les théories de la psychothérapie institutionnelle. Moi, je les connaissais pas en 2016. Par contre, ça rejoignait vraiment ce que j'avais vécu, ce que j'avais pensé, ce que j'imaginais de ce que c'était qu'un lieu, moi dedans ou moi à l'extérieur, qui aidait des personnes qui elles étaient enfermées. C'est vrai que ça m'a parlé immédiatement. Cette question de la supervision, en fait, et de l'analyse. Tu veux dire par là que le personnel hospitalier aurait besoin d'être supervisé, comme le sont les coachs, par exemple? Je crois qu'il y en a qui le demandent. Hein. La supervision, c'est observer ce qui se passe au niveau de l'ensemble, être attentif aussi à des choses subtiles que chacun des soignants, par exemple, peut capter de ce qui se passe d'une ambiance avec un patient ou plus largement. Et de pouvoir accueillir aussi les difficultés des soignants pour éviter qu'ils aillent mal, ou qu'ils fassent du mal, ça va vite. Voilà, c'est ce type de supervision, hein. C'est pas l'œil de Moscou, hein. C'est plutôt un truc moi, quand j'étais plus jeune, j'avais dit dans un hôpital de jour, il faudrait faire venir un anthropologue, quelqu'un de l'extérieur qui vous montre ce qui va pas. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont pas, mais comme je suis dedans, c'est pas facile. Il faudrait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne et qui nous montre ce qui cloche ou comment ça fonctionne en fait en groupe, dans un lieu, même hôpital de jour, mais dans un lieu un peu enclos, on va dire. C'est mon dada de l'époque. Hein. Faut faire venir un anthropologue. Et en plus, pour moi, je trouvais que c'était passionnant, ce qui se passe dans un lieu, dans un collectif. À mes yeux, c'est passionnant. Ces espaces comme ça, où on est ensemble, où on peut s'engueuler. C'est aussi un truc problématique. Moi, j'ai connu une psychiatrie, parce que là, j'ai 48 ans, mais quand j'étais adolescente, en fait, j'ai rencontré la psychiatrie à l'adolescence. Et c'était quand même assez différent. Je me souviens, même aux jeunes adultes, hein, à l'époque, on pouvait s'engueuler, il y avait des prises de colle, enfin bon, c'était la vie, quoi. Ce que j'ai remarqué plus récemment, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'être simplement en rogne, ou fatigué, ou chiant. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde se taise, c'est-à-dire tout le monde soit tu, plutôt,
que ce soit les patients comme les soignants, pour pas que ça déborde. Tout le monde est à la tisane. Et du coup, il n'y a pas la vie. La vie, c'est de s'engueuler aussi. Comme si ça devenait un problème que d'être vivant. Tous les endroits ne sont pas comme ça. Hein. Mais moi, j'ai remarqué beaucoup aujourd'hui, là, voilà, en gros, il faut lisser le discours et les personnalités. Et je me souviens d'une infirmière qui parlait, on était en réunion une fois, qui disait, elle disait, je pense que, et un de ses collègues lui avait dit, oh ben, si je commence à penser, vaut mieux pas, quoi. Ça, en tant que patient, nous, on se l'entend souvent dire, vous êtes autorisé à penser trop, enfin bref. Mais alors, pour une infirmière, j'avais trouvé ça vraiment fort de café, mais que ce soit comme ça, aussi naturellement, voilà. Non, ne pense pas. C'est pour ça qu'il y a il y a des coupes dans le personnel. Ces lieux comme ça, où on se rencontre, mais pas les réunionites débiles, enfin, voilà, qui a un sens politique, à investir un espace et à se saisir de la chose publique, de la psychiatrie, mais d'autres trucs plus larges, en les murs ou hors les murs, bref. Pour moi, c'est important de faire vivre donc l'exercice de la contradiction. Comme je t'avais expliqué tout à l'heure, quand j'avais assisté à un procès, donc des jeunes gens qui avaient été mis en garde à vue suite aux événements du lycée Arago, donc il y a 1 an et demi à peu près. Alors la joute oratoire, le talent des avocats, il y en avait plusieurs, de monsieur le procureur, de monsieur le juge, etc. Enfin tout ça, ça faisait que, plutôt que de se laisser écraser par la révolte et la colère, parce que j'avoue que j'étais quand même assez en colère de ce qui s'est passé, notamment pour des mineurs, on avait laissé les parents pendant 3 jours sans nouvelles, enfin vraiment des choses très compliquées, avec des gamins qui témoignaient des humiliations qu'ils avaient subies, et pour beaucoup qui étaient traumatisés. On était quand même pas mal remontés, nous les grands, on va dire, les vieux, mais d'assister à cet exercice oratoire intéressant avec tous les arguments, etc., qui se croisaient. On sortait de là, on se disait, on continue à lutter, mais on se laisse pas détruire par la colère. Pour moi, l'exercice du droit, c'est hyper important, mais aussi l'exercice du démocratique, c'est le débat contradictoire. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis patiente psychiatrique, mais il y a plein de patients qui pensent pas comme moi. Voilà, on est tous très différents, mais il faut que ça vive, ça aussi, ces différences. Et voilà. Et parfois, oui, il y a le ton qui peut monter, et je pense pas que ce soit nécessaire d'attacher les gens. Voilà.